Bonjour à tous. Je fais un dernier check. Flore et Sarah, vous me confirmez qu'on peut démarrer? C'est bon, on y est. Magnifique. Donc, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur une question légèrement provocatrice, le bureau, un produit d'avenir. Pour ceux qui nous connaissent, vous connaissez la réponse, mais maintenant, reste à savoir le contenu. Et pourquoi la réponse est oui. En introduction, autour de cette table, j'ai envie de dire table, même si on est tous distants et peut-être chez nous pour un grand nombre d'entre nous, je vous présente côté JLL, donc Flore Prader, qui va éclairer ce webinaire des insights de la recherche monde de JLL en la matière. Charlotte de Goulet, directrice au sein des équipes de maîtrise d'ouvrage et notamment en charge de notre approche régénération, de conseil en repositionnement d'actifs, et moi-même, Walid Goudia, patron des activités de maîtrise d'ouvrage, ingénierie et design en France, au Benelux et en Suède. Nous avons la joie, je les en remercie, d'accueillir avec nous, parce que si ça n'était que JLL, ça pourrait être peut-être un petit peu ennuyeux pour vous tous, d'accueillir avec nous trois clients qui vont nous apporter leur regard croisé sur ces thématiques. Je commence par Marion Cocremont, qui travaille chez AXA Investment Manager, entourée de Xavier de Sakitsan, AEW et d'Éric Ouvier, Orange. Voilà, donc un panel diversifié qui, je suis sûr, éclairera les débats de ce matin. Avant de continuer, vous avez la possibilité via le chat de nous poser des questions. Pour des raisons de timing, parce qu'on aime bien tenir la promesse de concision, 1 heure de webinaire, on essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Et si jamais nous n'avions pas le temps, sachez que nous reviendrions individuellement vers vous sur les questions. Donc n'hésitez pas à alimenter le fil de chat. Pour démarrer, principal point de vue que nous allons partager avec vous, c'est celui du croisement de nos recherches monde. Monde ne veut pas dire de grandes généralités, monde veut dire des regards croisés, de la curiosité sur la manière dont notre industrie est en train de muter en France, en Europe et dans le monde. Et c'est plus particulièrement Flore qui nous apportera ces éclairages au travers du prisme des nombreuses études que nous publions régulièrement sur le sujet du bureau de demain. Nous croiserons évidemment ce regard de la recherche avec un deuxième regard, qui est celui plus empirique, plus pragmatique, de notre vécu en développement de projet, en montage de projet, avec ce double regard toujours. Du point de vue des entreprises, les 4-5 questions clés qui reviennent tout le temps sont celles de l'impact du télétravail massif, qui est maintenant une donnée d'entrée, celle des nouvelles responsabilités de l'employeur et donc des bailleurs, qui sont ceux qui produisent des environnements de travail. Un troisième thème qu'on va aborder, quel impact, les impacts plus sociaux, sociétaux, l'exode urbain, la mise au vert, qu'est-ce que ça veut dire pour notre industrie tertiaire? Une quatrième famille de questions, le bureau, oui, mais quel bureau? Et toutes ces thématiques autour du flex office. Et enfin, des débats sur la pérennité de certaines tendances que nous pouvons observer aujourd'hui du fait de la crise. Certaines sont pérennes, d'autres peut-être moins. Et on va croiser ces questions donc avec l'angle particulier notamment d'Éric Ouvier, avec d'autres questions plus en miroir. Du côté des investisseurs, le vrai sujet, c'est la question de la création de valeur. Est-ce que je suis résilient? Est-ce que je suis réversible? Est-ce que je suis ou dois-je être smart? Ni trop peu. Comment j'intègre la fabrique de la ville dans mon opération immobilière qui est singulière? Et enfin, comment je continue à proposer des produits attractifs et attractifs parce que performants qui répondent aux besoins des entreprises occupantes. Pour avancer toujours dans notre démonstration, tu peux passer sur la suivante, Flore. On vous dévoile un peu le prisme de lecture au travers duquel on se propose de vous accompagner ce matin. Il nous semble qu'il y a vraiment trois grandes familles d'impact pour vraiment apprécier la question du bureau de demain. La première famille d'impact, elle touche aux occupants, à l'expérience. Un immeuble de bureau, c'est de moins en moins un produit B2B, pardon, c'est de plus en plus un produit B2C. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la crise du Covid est venue renforcer ces tendances-là de notre point de vue. Deuxième élément, et ça il est très haut dans notre agenda comme dans le vôtre, j'en suis sûr, la question de la résilience et de la performance dans le temps.
on observe tous une accélération de tendance et une accélération des obsolescences. Je parle d'obsolescence au pluriel. Qu'est-ce que c'est qu'un immeuble de bureau résilient et performant? Comment on peut durer plus que quelques années et vraiment poser des actes qui sont responsables et qui sont pérennes dans le temps? Et la troisième dimension, elle est tout aussi excitante, et on espère vous apporter des éclairages ce matin. Une fois qu'on a adressé l'occupant, une fois qu'on a adressé l'immeuble lui-même, on n'est plus dans des opérations stand-alone qui se juxtaposent les unes par rapport aux autres. Nous considérons chez JLL qu'on ne peut plus faire fi de la fabrique urbaine quand on considère une opération prise individuellement. Et là se posent des vraies questions du rôle de chacune des parties prenantes privées à une meilleure fabrique de la ville. L'économie du partage, le développement durable et l'attractivité économique de vos immeubles et des villes dans lesquelles ils sont développés. Donc voilà en introduction les trois thématiques qu'on se propose de parcourir. Et je vais donc passer la parole à Flore qui va nous donner des éclairages recherche que nous croiserons dans un second temps avec Charlotte de Goulet et nos invités d'un point de vue plus pragmatique pour enfin conclure tous ensemble et prendre le temps de répondre à vos questions. À toi la parole, Flore, et merci à tous d'être là parmi nous. Merci beaucoup, Walid. Bonjour à tous, donc ravi d'être avec vous et de vous partager un peu les enseignements de toutes les recherches qu'on conduit d'arrache-pied depuis un an déjà, vraiment sur l'impact de long terme de cette pandémie, pour comprendre à quel point on peut anticiper ça dans les projets immobiliers à venir et à quel point les attentes des entreprises sont en train d'évoluer et par ricochet les attentes des salariés. Donc le premier zoom qu'on vous propose, effectivement, c'est celui sur l'occupant final et sur l'expérience en fait qu'il attend aujourd'hui. Et en fait, on a articulé ces attentes autour de trois grands sujets qui sont un environnement de travail vraiment sain, sûr et qui est respectueux de la santé des individus, un environnement de travail qui est propice à la socialisation, puisqu'on éprouve tous, je pense aujourd'hui, à quel point le bureau est un levier fondamental de socialisation, de partage, de collaboration, de création de liens sociaux. Et puis enfin, tous les enjeux autour d'un bureau beaucoup plus attractif. On l'a appelé de façon un peu provocatrice le fabulous workplace, mais c'est vraiment ça, c'est se dire si demain les salariés ont le choix de venir au bureau ou d'aller travailler ailleurs, et comment on fait en sorte de créer ce lieu qui a une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres, qui a quelque chose d'unique qui le rend irremplaçable. Donc ce sont un peu les trois grands sujets. Alors, qu'est-ce qu'on a appris au travers des dernières recherches qu'on a conduites? Déjà, on a vu qu'il y avait très clairement un consensus à la fois côté employeur et côté salarié sur la valeur ajoutée et le bénéfice de déployer à grande échelle du télétravail. Tout le monde s'accorde sur le fait que le télétravail, effectivement, vient apporter un vrai confort et une vraie performance dans la façon dont le travail est conduit dans les entreprises. En gros, ce qu'on observe, c'est que clairement aujourd'hui, en dehors de tout risque, de toute contrainte imposée par le gouvernement, on était encore sur des schémas où on est sur du télétravail majoritaire, hein. Globalement, on est sur beaucoup d'entreprises qui étaient encore sur 3 jours de télétravail ou plus. Donc là, on est sur une enquête qui a eu lieu en octobre dernier auprès de 90 entreprises. Et donc, on voit qu'elle privilégie encore un recours massif au télétravail. Ce qui est intéressant, c'est de les interroger sur le post-crise. Et là, on voit qu'il y a une forme de consensus autour de 2 jours par semaine. C'est un peu ça ce qui est en train de se dessiner. Quand on sonde les salariés, on est totalement dans ce type d'attente. On voit que 2 tiers des salariés souhaitent poursuivre le télétravail post-crise. Donc clairement, c'est devenu une forme d'acquis social. Et on est globalement autour de 2 jours. Selon les profils, ça va varier entre 1 et 3 jours. Ce qui est intéressant, c'est que cette variable télétravail, les investisseurs l'ont totalement à l'esprit et c'est pour eux clairement la première des variables qui va impacter la demande en mètres carrés dans les mois à venir. Alors, si on va un peu plus loin, ce qui est intéressant sur l'angle salarié, c'est de comprendre aussi les attentes au-delà de l'enjeu sanitaire. Bien évidemment, tout le monde a été très focus au cours des derniers mois sur tous les enjeux autour de l'hygiène, des protocoles de désinfection, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres sujets qui sont en train de monter de façon très forte autour de la santé mentale et sociale. Et là, c'est vraiment une prise de conscience de la part des entreprises qui nous disaient en octobre dernier que pour elles, la santé de leurs salariés, la santé sur tous les tableaux, hein, physique, mental, social, était devenue leur premier sujet de préoccupation au même titre que les enjeux financiers. Autre élément intéressant, les entreprises sont en train de réaliser que ce télétravail est inégalitaire. Et ça, je pense qu'au tout départ de la crise, on ne l'avait pas à ce point appréhendé. Donc clairement, elles se rendent compte qu'il va y avoir des inégalités qui vont naître de ce télétravail, que tout le monde n'a pas accès au même confort de travail à domicile et que ce télétravail n'aura pas non plus réponse à tout. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir comprendre des contraintes individuelles. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a des salariés qui sont de plus en plus désenchantés et qui sont de plus en plus en besoin de liens sociaux. Donc tout ça pose très clairement la question du bureau. Pourquoi ira-t-on au bureau demain? Et nous, ça, on y a vraiment développé beaucoup d'efforts autour de cette question clé. Quelle sera demain la raison d'être du bureau? Ce qui est intéressant, c'est quand on demande aux salariés ce qu'ils retrouvent dans le bureau, ce qui leur manque au bureau, c'est clairement la brique socialisation, la brique management et résolution de problèmes complexes. On voit vraiment là les vertus clés du bureau attendues par les salariés. Quand on élargit un peu le propos, on se rend compte que le bureau a une carte à jouer à la fois en matière de bien-être et d'épanouissement. On ne peut pas juste segmenter les choses en disant que on est heureux et bien au travail quand on est à domicile et puis au bureau, c'est autre chose qui se joue. Non, il faut une approche holistique. Deuxième sujet autour de l'engagement. Donc, engagement, comment on crée des lieux qui engagent les salariés? Des questions également autour de la fierté d'appartenance et autour de la capacité à apprendre aussi et à socialiser, parce qu'on s'est rendu compte que le partage d'un lieu physique était clé pour permettre aux gens d'apprendre de façon informelle, au-delà d'une formation que vous feriez en ligne. Et bien évidemment, l'enjeu d'appartenance à la marque et de fierté d'appartenance. Enfin, pour finir sur cette approche autour des salariés, ce qui est intéressant également, c'est toute la montée en puissance autour des services. Il y a vraiment des attentes très très fortes aujourd'hui autour des services qui seront proposés par les bureaux demain. Donc, on voit que les attentes clés sont clairement autour de la restauration. Et là, on retrouve nos petits Français. On sait que c'est une des aspérités des salariés français. Des attentes très fortes autour du bien-être, de la santé. Donc, on voit vraiment, on revient à l'essentiel, aux piliers de base. Et puis après, viennent derrière les services de sport et les services culturels. Donc, voilà pour vous brosser un peu le panorama des attentes salariées aujourd'hui. Alors, je crois, Charlotte, que tu voulais nous expliquer un peu les impacts pour les investisseurs. Effectivement, merci Flore. En synthèse, on identifie donc trois types d'impacts importants pour les investisseurs. Une préoccupation croissante pour les enjeux de santé et de sécurité. La recherche d'espaces de travail favorisant les échanges et la collaboration. Et puis, bien évidemment, une attention de plus en plus forte à la création d'espaces qualitatifs, tant du point de vue du design, des services ou encore de la connectivité. Et on y reviendra assez largement dans un second temps. Je reviens sur la thématique du télétravail. Eric, vous aviez chez Orange déjà mis en place du télétravail depuis de nombreuses années. Vous étiez donc a priori mieux préparé que les autres au travail distant. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vécu cela? Est-ce que malgré tout, la crise sanitaire vous a engagé à revoir à la fois l'occupation de vos espaces et vos attentes concernant vos environnements de travail? Alors, je pense que comme tout le monde, d'abord, personne n'était préparé à ce qui s'est passé, même si on avait quelques outils, et quelques méthodologies en termes de télétravail. Mais c'est vrai que la généralisation, on a passé les 2 tiers de nos effectifs du jour au lendemain en télétravail, sachant qu'il y a encore
il y a évidemment chez Orange un nombre important de techniciens qui font des interventions sur site, donc qui ont dû continuer à travailler directement sur site. Et c'est vrai que le passage a été plutôt smooth, ça s'est plutôt bien passé, avec des outils et des réseaux qui ont plutôt bien tourné. Et c'est vrai qu'on a eu une première période où on a eu des salariés qui étaient plutôt satisfaits de cette méthode de travail. On a eu dans un premier temps 93% de nos managers qui se disaient plutôt inspirés par cette méthode de travail. Je pense qu'il y a eu une réelle évolution, une réelle transformation de la perception du télétravail qui, dans l'esprit de certains, qu'on veuille ou non, était quand même perçu comme une bonne manière de se planquer, pour dire les choses un peu vulgairement. Et je pense que ça a quand même fortement évolué. Et donc cette crise, aujourd'hui, c'est retourné. Enfin, je dirais que la perception du télétravail qui a fortement évolué avec le deuxième confinement et je dirais le fait que le télétravail perdure, parce que chez Orange, pour l'instant, on revient que très très partiellement au bureau. Aujourd'hui, on est présent un jour par semaine au bureau, maximum. On a des immeubles qui sont remplis à maximum à 3-4%. Donc on est vraiment sur un usage qui est très faible et encore un télétravail qui est très très généralisé chez nous. On sent qu'il y a une limite à tout ça et on sent que le bureau est quelque chose qui manque beaucoup. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les questions d'égalité des différents collaborateurs. Tout le monde n'a pas la chance, comme moi, d'avoir une magnifique chambre de sa fille qui est partie faire des études et d'avoir un bureau pour soi tout seul. Donc là, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de salariés chez Orange qui travaillent dans des conditions qui sont pas forcément très confortables. Alors on les aide, on donne la possibilité de récupérer des écrans, un fauteuil au bureau. On a fait des drives et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que dans notre perception des choses, on a rééquilibré un peu notre perception. Et nous, ce qui est clair, c'est que le télétravail, ça va être basé sur le volontariat chez Orange. Et on s'imagine très fort s'orienter vers un modèle assez hybride dans lequel jusqu'à présent, on avait 40% des salariés qui utilisaient le télétravail. On pense que ce taux-là va augmenter. On pense qu'on attendait un boom en réalité en septembre des demandes de télétravail contractuel qui n'a pas eu lieu parce que les gens sont jamais revenus pour l'instant au télétravail, donc il n'y a pas un vrai besoin, mais on pense qu'il va y avoir quand même une assez forte généralisation. On s'oriente également sur un modèle à 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, mais toujours basé sur le volontariat. Avec une organisation managériale qui va probablement être un peu plus courante. Et donc, on est comme tout le monde, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on fait d'abord pour créer d'attractivité sur nos espaces de travail, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on anime finalement ces lieux-là, c'est-à-dire que le lieu de travail, c'est plus seulement un bureau avec un ordinateur et une salle de réunion. Quelque part, c'est un lieu dans lequel on vient rencontrer des gens, on n'a pas de socialisation. Évidemment, il faut que tous les critères sanitaires soient parfaits et irréprochables. C'est notre responsabilité d'employeur. Et donc là-dessus, il y a évidemment des questions autour de la ventilation, autour de la capacité à mettre les gens à distance les uns des autres, de la restauration. C'est des sujets qui sont assez récurrents et qui ne manqueront pas de revenir d'ailleurs dans les discussions quand il faudra effectivement revenir au bureau. Mais surtout, en fait, c'est comment est-ce qu'on aménage nos bureaux un peu différemment et comment est-ce qu'on va transformer des espaces qui étaient des espaces de travail plutôt privatifs dans une logique de propriété. On va plutôt se mettre dans une logique de partage avec des espaces et finalement nos salariés auront accès à 4, 5, 6 types d'espaces différents à l'intérieur des espaces de bureau ou à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas d'unicité de lieu de travail non plus. On pense qu'on va assez fortement généraliser la capacité à ouvrir nos sites. Il faut savoir qu'on a près de 1000 implantations en France, donc des sites un peu partout. Donc on va pouvoir ouvrir nos sites en fait à des collaborateurs du groupe sur l'ensemble du territoire. Donc ça va offrir des possibilités également d'avoir des lieux de travail qui ne soient pas à l'intérieur du bureau. Mais du coup, l'organisation spatiale et l'organisation d'aménagement de nos bureaux va fondamentalement être modifiée. Voilà. Et ça va nécessiter évidemment des réflexions, des tests. Et s'il y a aujourd'hui une chose qu'on ne sait pas, c'est ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. On est beaucoup devant une feuille blanche encore, malgré tout. Mais si il y a des choses qu'on perçoit.
Vous nous disiez qu'il y avait effectivement un enjeu en préparation de cette séance à faire revenir les collaborateurs sur le lieu du travail. Flore évoquait l'importance croissante des services, l'importance croissante du lieu de travail aussi comme point de repère. Et d'ailleurs, on parle du bureau amiral. Pour vous, quel rôle joue ce lieu de travail ou ce site, qu'il soit siège ou pas siège d'ailleurs, à la fois de manière individuelle et pour chacun de nos collaborateurs et collective pour les équipes, et l'impact, je dirais même, sur la performance collective au sein du groupe? Clairement, l'immobilier, c'est un outil de travail. C'est malgré tout, ça reste d'abord un outil de travail, donc il faut d'abord qu'il serve les métiers qui l'accueillent. Donc ça veut dire que quand on a des métiers dans lesquels on a des gens qui font des projets, quand on a des métiers, des équipes qui travaillent en mode agile dans les systèmes d'information, quand on a des équipes au contraire qui ont besoin de beaucoup de concentration, mais il faut qu'on adapte nos espaces de travail. Et donc ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin d'une très très grande souplesse d'aménagement. Et je pense qu'il y a un certain nombre de sujets dans lesquels, on a pas mal de contraintes qui existent encore aujourd'hui dans nos immeubles. On a encore beaucoup de cloisonnement dans les immeubles chez Orange. On a beaucoup de câblage. On a beaucoup d'éléments comme ça qui freinent finalement cette flexibilité de l'espace et sur lesquels il va falloir qu'on réfléchisse de manière assez importante. Les salariés, eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Clairement, ils veulent d'abord trouver un lieu dans lequel ils vont pouvoir effectivement être efficaces. Je le disais tout à l'heure, c'est avoir des lieux qui correspondent à leurs besoins. Ils ont des fortes attentes aussi en termes de qualité d'espace de travail sur, je dirais, vis-à-vis de la santé, donc la qualité de l'assise, le confort acoustique, etc. Et évidemment, et surtout, la grosse attente qui ressort aujourd'hui, c'est amusant parce que je pense que c'est la première fois qu'on s'en rend autant compte, c'est que le besoin de socialisation, le besoin de travailler, le fait qu'on se rende compte qu'on travaille avec les gens autrement que juste dans des réunions, parce qu'aujourd'hui on ne fait que des réunions qui se succèdent, on se rend compte que finalement on n'a plus aucune spontanéité dans les échanges, et que, moi j'aime pas trop l'expression de la machine à café parce que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font de manière informelle, parce que de temps en temps, on a un peu de temps libre et que on n'a pas toujours l'habitude de prendre rendez-vous avec quelqu'un pour lui parler. On peut appeler quelqu'un. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que le défaut, c'est quelque part un peu ce manque de spontanéité. Et le bureau, malgré tout, quand on est dans des espaces qui sont ouverts, ça rapproche les gens. On a cette spontanéité, on a besoin de spontanéité. Et je pense que tout le monde attend à ce besoin-là pour fluidifier aussi les échanges et les rendre un peu moins administratifs. Merci. Et puis c'est aussi l'image de marque. On a envie que notre espace de travail, on puisse en tirer une certaine fierté. Je pense que dans tous les éléments dont vous avez parlé, il y a un élément, je pense peut-être qui manque. C'est ça, c'est créer de l'attractivité de son entreprise dans son image de marque pour pouvoir attirer des jeunes, pour pouvoir communiquer vis-à-vis de ses clients. Je pense que c'est un élément qui évidemment est essentiel, mais notamment dans la capacité à recruter et de donner l'image de marque d'une société moderne, adaptative. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Ça nous permet de faire une excellente transition avec le pilier suivant qui est davantage celui de l'immeuble, puisque effectivement, vous le disiez, toutes ces questions challenge aussi justement les investisseurs sur comment concevoir les immeubles de demain. Et donc, je laisse la parole à Flore. Super. Donc effectivement, la question, c'est celle de savoir comment on va adapter ces immeubles. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quand on regarde le retour des entreprises, elles challengent totalement, en fait, la façon dont elles vont réallouer leur espace demain. C'est vraiment ça la principale rupture, c'est qu'elles sont en train de se dire, au-delà d'économiser éventuellement des mètres carrés, c'est surtout, on va devoir faire en sorte que nos espaces soient plus pertinents et répondent mieux à ce besoin très fort de collaboration, de socialisation. Alors pour autant, ce n'est pas non plus le grand chambardement, on n'est pas sur quelque chose qui change du tout au tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir s'équilibrer la balance entre espace individuel et collectif. Très clairement, c'est vers ça qu'on s'achemine. Nous, aujourd'hui, dans les projets clients qu'on accompagne, on va même parfois au-delà. On est en train de commencer à voir se profiler plus d'espace alloué au collectif et un peu moins pour l'individuel. Sur les projets les plus ambitieux, on est sur du 2 tiers, 1 tiers. Donc tout ça, forcément,
va avoir un impact sur la façon dont on conçoit l'immeuble. L'autre sujet clé du moment, c'est bien évidemment celui du flex office. Aujourd'hui, très clairement, toutes les entreprises qu'on accompagne se posent la question du flex office, donc du partage de postes de travail. Oui, on voit ça comme une solution assez maligne, assez utile pour aller pouvoir mieux adresser l'ensemble des besoins qui sont en train d'émerger aujourd'hui côté salarié. On se rend compte que proposer des open space en batterie n'a plus de sens, que si les gens reviennent au bureau, ce ne sera pas pour travailler de façon individuelle. Donc, au départ, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que ce sera la fin de l'économie du partage? Est-ce que les gens voudront chacun leur espace? On se rend compte que ça n'a pas de sens. Il y a des garanties sanitaires à apporter, mais très clairement, on est dans cette logique, et vous l'évoquiez, Eric, hein, de bascule d'une logique de propriété à une logique d'usage et de partage. Le sujet également, c'est celui donc de la rationalisation. On met les pieds dans le plat parce que bien évidemment, tout le monde se demande si on pourra faire mieux avec moins de mètres carrés. Donc, c'est un peu notre adage du moment. On a tendance à dire effectivement un peu moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Et c'est vraiment le retour des entreprises. Elles sont à la recherche de solutions plus malines, plus flexibles pour mieux gérer en fait leurs espaces. Donc, elles envisagent par exemple de renégocier, d'acheter de la flexibilité, de sous-louer. Tout ça, c'est des options qui sont mises sur la table et je crois avoir compris, Xavier, que c'était clairement des choses que vous aviez en tête aujourd'hui pour vos clients. Donc, je repasse la parole à Charlotte. Merci Flore. En effet, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait. Néanmoins, on a une conviction assez forte, c'est celle que les immeubles de demain, ils devront être le plus flexibles et adaptables possible, smart, très connectés et bien sûr être construits dans une logique de durabilité. Eric et Flore nous ont confirmé que la crise sanitaire avait vraiment été un accélérateur de tendances déjà existantes, plus de travail distant, plus de collaboratif, plus de services, une volonté croissante de flexibilité. Xavier, est-ce que vous pouvez nous dire de votre côté comment vous saisissez de ces enjeux? Est-ce que ça transforme la manière dont vous imaginez et concevez les immeubles de demain? Et est-ce que ça modifie, d'une part, je dirais, pour les futurs immeubles à mettre sur le marché, et est-ce que ça transforme la relation que vous pouvez avoir avec vos locataires et occupants actuels? Alors effectivement, il y a un certain nombre de choses dans ce que vous venez de dire et dans ce qui a été dit, que ce soit par Eric ou Flore. On a, si je prends une image relativement simple, c'est que le temps de l'immobilier est totalement différent du temps qu'on vit actuellement. On a été projeté dans une crise sanitaire qui nous a forcé à télétravailler. On a été confronté à un certain nombre de challenges. Et la plupart des entreprises, d'ailleurs, ont très bien réussi. Je vois même chez nous, à EW, on a été opérationnel quasiment sur un claquement de doigts, si je puis dire. Le télétravail existait déjà. Il sera encore développé. Mais quand je dis il y a un temps long de l'immobilier, qui est un temps n'est pas immédiat, c'est tout le buzz qu'on fait autour de nous. Et j'entends ce que disait Eric sur on est encore devant une feuille blanche. C'est-à-dire que bien que la crise ait plus d'un an maintenant de choses, et ce qui est intéressant avec le flex et la façon dont les usages vont évoluer, c'est que les entreprises réfléchissent à leurs organisations, plus que des gains purement immédiats, purement financiers. Et d'ailleurs, les résultats du sondage que vous avez montré le montrent bien. Il n'y a pas un grand chambardement, pour vous citer, et donc nécessairement, on est obligé d'en tenir compte. Donc, je me veux rassurant d'une certaine façon d'un point de vue purement bailleur, c'est-à-dire que effectivement, dans les immeubles qu'on va mettre sur le marché, ces immeubles-là, il ne faut pas qu'ils soient obsolètes dans les 10 ans qui viennent. Ça veut dire qu'on doit impérativement tenir compte des changements d'usage. J'en ai fait l'expérience d'ailleurs avec Walid et vos équipes il y a 3 ans. Quand on a restructuré un immeuble, on est parti sur des ratios tout à fait classiques, pré-crise de salle de réunion, bureau,
85-15 et on s'est aperçu que les besoins de nos clients étaient totalement différents, ce qui fait qu'on a fait pas mal de travaux pour améliorer la chose. Et finalement, ces clients qui ont emménagé dans ce très bel immeuble ont dû passer une crise et voient en fait les usages qui évoluent aller dans le sens de ce qu'ils avaient prévu, ce qui est tout à fait pertinent et très bien. Après, oui, sur comment dire, on est obligé d'accompagner nos locataires. Nos locataires ne sont plus des gens qu'on voit tous les 2 ans et demi, juste la veille d'une triennale, voire 6 ans, voire 9 ans. On est obligé, parmi tous les leviers qu'ils ont à leur disposition, on est obligé de les accompagner. Donc c'est une véritable relation qu'on doit avoir. Et l'asset manager n'est plus un gestionnaire de baux. C'est quelqu'un qui va réfléchir avec ses locataires, qui doit être à l'écoute de ses locataires. Je ne peux pas, comment dire, opposer flexibilité et rentabilité. Pour moi, les deux vont de pair. On doit pouvoir, parce que justement, on est dans une logique d'accompagnement. Et c'est bien parce qu'on accompagne nos locataires que nos locataires vont rester, vont être heureux dans nos immeubles et finalement vont servir les intérêts de nos investisseurs. C'est ça, à mon avis, qui est important. Après, sur la notion de flex, pour ceux qui ont vécu plus de 2 crises comme moi, j'en suis à ma 4e, on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a une crise qu'il y a un mouvement de balancier, qu'il y a des réflexions, qu'il y a beaucoup de buzz, comme on dit aujourd'hui, et il faut laisser retomber un petit peu tout ça. Si on regarde le parc immobilier, alors évidemment, on parle des futurs immeubles qu'on mettra sur le marché, donc ça reste une quantité relativement raisonnable au regard du parc qui existe. Et parce que le parc qui existe est quand même très important par rapport aux immeubles qu'on va mettre sur le marché, les entreprises ne pourront pas totalement changer. Ou alors, ça nécessitera de la part des institutionnels, des bailleurs, des propriétaires, des investissements en CAPEX pour leur permettre d'avoir des usages qui sont différents. Donc, ça va être aussi une source d'opportunité pour régénérer, comme vous dites, un certain nombre d'actifs et répondre ainsi aux besoins qui sont croissants de la part de nos locataires. Vous avez raison de pointer la notion du temps, qui est en effet un vrai challenge, et particulièrement en ce moment. On parle d'immeubles résilients. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a des actions assez concrètes que vous mettez en place et comment on peut faire pour anticiper autant que possible la durabilité des immeubles sur le long terme? En fait, c'est assez compliqué. Enfin, il y a une réponse qui serait de dire je vais faire un immeuble qui est capable de tout faire. Sauf que c'est économiquement un non-sens. Et à la limite, ce serait presque le contraire de la résilience. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un blocos quasiment pour que ça dure dans le temps. Je ne sais pas ce qu'attendent nos locataires. Donc, je pense que effectivement, il faut avoir un bon dimensionnement technique. Il faut avoir aussi des immeubles. Si on parle de régénération, ça veut dire reprendre un immeuble existant et le rénover, le restructurer. On a des périodes où on a construit des immeubles où on a 2,50 m de dalle à dalle, ou 2,60 m ou 2,70 m de dalle à dalle. On sera incapable de faire passer de la technique qui permettra justement une utilisation en zone, quand je vois les ratios que vous mettiez, les zones collectives et d'espaces de vie, on a besoin de renouvellement d'air. Donc on a des contraintes techniques qui sont fortes. Donc l'immeuble résilient, il doit intégrer cette notion d'évolutivité de la technique dans la mesure du possible. Il doit intégrer tout ce qui est modularité. Évidemment, la modularité, il faut qu'on puisse réversibilité éventuellement. On parle, c'est la grande mode maintenant, de transformer du bureau en résidentiel. La limite, ce sera une limite économique, évidemment. Mais on doit pouvoir, on doit intégrer cette réversibilité. Et puis, évidemment, en termes de flexibilité locative, c'est un des points que vous avez mentionné dans la notion de résilience. On doit pouvoir bouger, réallouer des surfaces. Ça veut dire aussi qu'on doit avoir tous les éléments techniques qui nous permettent de faire cette divisibilité.
pas uniquement physique, mais aussi technique. Alors, ça fait le lien avec le smart, évidemment, mais voilà. Bah, c'est une bonne transition. On parle beaucoup du smart. Est-ce que vous avez vu, alors on le sait a priori, en tout cas on en parle beaucoup depuis plusieurs années, de manière accélérée ces derniers mois. Est-ce que pour vous ça change significativement? Là, on est typiquement sur des sujets entre l'interface entre un bailleur et un preneur peut être assez fine. Vous, en tant que bailleur, je dirais comment vous pensez ces immeubles smart, ou est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui exclusivement côté preneur? Ah non, c'est essentiellement bailleur. Alors le preneur évidemment, il va vouloir un immeuble smart. Si on entend connectivité vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, nous, bailleurs, quand on restructure, des labels comme WiredScore, R2S sont importants. Aujourd'hui, mettre un immeuble qui ait des problèmes de connectivité en termes de portable sur le marché, c'est une erreur monstrueuse. Enfin, il n'y a pas un locataire, les locataires regardent ça. Donc, on est obligé d'intégrer tous ces éléments. Après, il y a la notion de smart dans le bâtiment, la notion de capteur, la notion de pilotage de la GTB, la notion de... En fait, c'est tout ce qui va nous permettre, d'une part, d'améliorer et d'exploiter au mieux les données dans une optique d'exploitation opérationnelle du bâtiment, faire baisser les charges, parce que je rappelle que les charges, c'est quand même nos locataires qui les payent. Et moi, ça fait bien longtemps que je raisonne total cost of ownership, c'est-à-dire il y a le loyer, certes, mais il y a aussi les charges. Et moi, mon rôle en tant que bailleur, c'est de travailler aussi sur les charges de mes locataires. Après, il y a des zones sur lesquelles je ne peux pas agir parce que c'est l'usage de mon locataire qui va fixer un certain nombre de consommations. Mais d'un autre côté, je me dois de lui donner les clés d'exploiter au mieux. Le décret tertiaire qui vient fait qu'on se doit de faire un certain nombre d'économies d'énergie. Toutes les réflexions que j'ai pu voir aujourd'hui sont essentiellement faites sur le bâti, c'est-à-dire comment est-ce que je vais améliorer l'efficacité énergétique de mon bâtiment, augmenter sa résilience, donc, quelque part, en travaillant sur l'aspect technique. Mais à un moment, il faudra aussi qu'on intègre nos locataires. Et c'est un discours qu'on doit avoir avec eux. Je ne parle même pas de partenariat, c'est un accompagnement. Parce que les actions qu'on va mener sont des actions qui leur bénéficieront, évidemment, mais qui nous bénéficieront indirectement. Et c'est pour ça que je parlais de temps. Le temps de l'immobilier est un temps long, c'est-à-dire que nous n'oublions pas que tout ce que nous faisons, nous le retrouvons dans le temps, dans la durée. Et c'est ce qui améliore la liquidité de nos actifs et la résilience, bien évidemment. Et puis après, juste j'ai parlé de l'exploitation, mais de la gestion technique, mais aussi de l'exploitation de la donnée, de l'occupation. On doit être en mesure d'accompagner nos locataires. Je voyais, il y a un des leviers qui est la sous-location, qui, pourquoi pas, moi je suis assez ouvert sur un accompagnement de mes locataires. Si j'ai un locataire qui me prend 10 000 m², un immeuble entier, et qu'on s'aperçoit qu'il utilise 80% des surfaces, pourquoi attendre qu'il vienne me voir insatisfait en me disant j'ai trop de surface? Si j'ai de l'information qui est intéressante pour lui, autant lui mettre à disposition et voir avec lui comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans cette baisse d'activité. Aujourd'hui, on connaît un certain nombre de prestataires, de partenaires qui peuvent occuper ces surfaces dans d'autres usages, voire les mêmes, et les gérer pour le compte de nos locataires. Voilà, ça fait partie. Le smart building, c'est important. Très clair. Et c'est donc un partenariat assez fructueux à mettre en place entre bailleurs et preneurs. Pour clôturer, pour en tout cas le dernier pilier qu'on souhaitait aborder, c'est celui de l'écosystème. On passe de l'échelle de l'immeuble à celui du quartier et de la ville. Très bien. Donc sur l'écosystème, effectivement, toute la question, c'est de savoir comment on s'intègre dans cette ville du partage, dans cette ville plus durable pour tous, et comment on participe à l'attractivité de la ville. Donc en fait, ce qui est intéressant, si on vient à nouveau du côté des salariés, c'est qu'on se rend compte que très clairement, il y a de nouvelles alternatives à trouver au tout télétravail. En fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, le télétravail bénéficie d'un vrai engouement, mais non, il n'a pas réponse à tout.
Et les entreprises sont dans une vraie réflexion aujourd'hui autour d'alternatives qu'elles pourraient proposer. Parmi les alternatives, il y a la question, par exemple, des tiers-lieux, des coworking. Il y a la question de pourquoi pas permettre aux salariés d'aller déménager plus loin de leur lieu de travail et de ne revenir sur site que lorsque c'est nécessaire. Donc, on a aujourd'hui des clients entreprises qui se posent la question de cette bascule, qui se posent la question de passer de 2 à 3 jours de télétravail. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous n'auriez pas de nouvelles responsabilités? On voit se profiler des questions autour de est-ce que vous pourriez me fournir une solution d'hébergement si je vis en dehors de Paris et que je reviens sur Paris 2 jours par semaine? Donc on voit que très clairement, de nouvelles questions sont adressées par les salariés et il va falloir trouver des solutions. Donc tout ça, ça va impliquer d'avoir une approche un peu plus globale autour du mode de vie, de travail qu'on peut proposer aux gens et autour de ce nouveau cadre de travail qu'on peut leur proposer. Et un des sujets brûlants pour nous, c'est celui de voir comment on va, à l'avenir, articuler l'empreinte immobilière. Puisque clairement, les entreprises se posent cette question globale. On le retrouvait dans votre témoignage, Eric, quand on se pose la question peut-être de supprimer la notion de site d'appartenance ou en tout cas ouvrir à tous la possibilité d'aller travailler sur les différents sites de l'entreprise. Nous, c'est ce que chez JLL, on a appelé le modèle Hub and Club. Vous avez en fait un club qui est le centre névralgique, le lieu cœur de l'entreprise, et puis des hubs, des satellites qui vont répondre à cette alternative qu'on doit trouver au télétravail, qui permettrait de proposer aux salariés un lieu hautement professionnel avec tout l'équipement requis, mais qui soit une alternative au télétravail, donc peut-être plus proche des bassins de vie. Donc ça questionne aussi les modèles de coworking première génération qui étaient souvent très urbains, très denses. Là, on voit bien qu'on est en train de progresser sur cette idée-là. Donc la question se pose de savoir quelle est cette nouvelle relation qu'on va inventer, qu'on va tisser avec la ville. Et à quoi ressemblera donc cette ville demain? Donc Charlotte, je te repasse la parole pour nous en dire un peu plus sur la ville de demain et l'interface avec l'immeuble. En effet, on voit bien que on change d'échelle. Imbriquer les immeubles dans leur environnement est bien sûr essentiel, et d'autant qu'on voit bien que la crise sanitaire nous réveille, en tout cas nous bouscule sur 3 aspects particuliers, qui seraient l'hyperproximité, et on va y revenir tout de suite, le lien entre l'immeuble et le quartier, la résilience, on en a parlé, résilience et responsabilité, et la durabilité dans la conception et la fabrique de la ville, et puis enfin la notion d'attractivité territoriale. Alors Marion, on a beaucoup parlé de transformer l'expérience de travail, de rendre plus poreux aussi les frontières entre le lieu du travail et le quartier. Comment vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez vous saisir de cet enjeu? Alors, c'est sûr que tout ce qui est renforcement du télétravail, ça a vraiment transformé notre rapport à l'environnement immédiat qu'on avait. Il y a des tendances qui existaient, hein, tout ce qui était le boom du local, la sobriété dans la consommation, et puis sans doute une perception accrue des gens sur tout ce qui est risques environnementaux. Ça a forcément énormément évolué. Ce qui a encore plus, je pense, été appuyé par la crise qu'on traverse, c'est cette évolution de la relation entre le domicile et le lieu de travail, et sans doute une recherche de flexibilité aussi dans l'organisation du travail. C'est vrai que ce contexte sanitaire et nos nouvelles habitudes de télétravail enfermés dans notre appartement, dans notre immeuble et au cercle d'après dans notre quartier, ça nous interroge aussi sur le type d'immeuble de bureau qu'on voudrait développer, et puis surtout sur leur localisation au sein de la ville. Par exemple, on peut sans doute s'interroger sur la taille et la localisation des immeubles. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de très vastes campus très éloignés des centres-villes, où on continuera d'imposer des trajets domicile-travail pendulaires qui étaient pénibles par ailleurs, mais qui le deviennent d'autant plus qu'on a connu cette période où on s'en est exonéré, avec les désavantages qu'on a connus, mais avec cet avantage mis quand même dans la balance.
Donc je pense que les entreprises, évidemment, ne renonceront pas à disposer d'un siège social, mais peut-être qu'elles se dirigeront vers une réduction de sa taille pour privilégier une accessibilité avec des transports en commun lourds à proximité, et puis avec le développement de tout ce qui est mobilité douce. Puis après, le deuxième sujet, on en a parlé, c'est évidemment sur la conception même des bureaux, où en fait on viendra au bureau pour autre chose qu'être chacun derrière son PC. Et donc en fait, finalement, cette espèce de déconcentration de la fonction du travail, elle pourrait trouver un écho dans la ville, puisqu'en fait, les entreprises pourraient déconcentrer en business unit qui soit plus proche du domicile des collaborateurs, justement pour répondre à cette envie de ville du quart d'heure qui fait écho à un appétit pour une certaine qualité de vie. On a vu dans votre présentation ce que les gens recherchaient finalement de nouveau et qui est très amplifié dans le bureau, la restauration, le sport, la qualité de vie. Et donc finalement, profiter de son quartier, vivre un rythme moins subi et utiliser les mobilités douces, ça va aussi dans ce sens-là. Puis je vais me permettre une petite aparté qui est un peu hors sujet. On parle beaucoup de conception d'immeubles de bureaux, mais je dirais que le télétravail, il a aussi soulevé des vraies interrogations sur la conception des logements. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à revoir dans nos espaces de logement qui ne sont pas conçus pour. Et donc cette mixité d'usage à l'échelle domestique, on voit bien que quand les lieux ne sont pas conçus pour, notre expérience d'utilisateur n'est pas 100% probante. Justement, ce que tu évoques nous pousse à d'autant plus réfléchir à la mixité d'usage. Ce que tu dis, on va devoir concentrer dans un cercle beaucoup plus restreint, beaucoup plus de fonctions. Alors justement, on en parle là aussi, on parle beaucoup de mixité programmatique à l'échelle de petits ou de grands projets d'ailleurs. Comment on met en place, je dirais, est-ce que déjà, est-ce qu'on se confirme que la mixité d'usage à l'échelle d'un immeuble ou d'un quartier est une tendance absolument massive? Et puis, on parlait d'équilibre économique tout à l'heure avec Xavier. Est-ce que ça contribue aussi à créer de la valeur? Alors oui, la mixité d'usage, c'est clairement un incontournable. Tout simplement déjà parce que la matière première de notre métier, c'est-à-dire le foncier, se fait rare au sein des grandes métropoles, très rare. Donc il n'y a pas un nombre infini de solutions pour répondre à nos besoins croissants, qui sont sans doute un peu toujours les mêmes, qui sont principalement travailler et se loger. Donc soit on poursuit un développement horizontal, ce qu'on a fait depuis des décennies, mais on voit bien que cet étalement, il trouve ses limites. Il trouve ses limites parce qu'il a un coût très élevé pour la nature et qu'il sera bientôt sanctionné par des réglementations sur tout ce qui est zéro artificialisation nette. Et donc on voit bien qu'on atteint des limites aussi dans le cadre des sujets de mobilité dont je viens de parler, où le pendulaire matin et soir pour se déplacer entre chez soi et son bureau, il atteint aussi un point sur lequel on a atteint le max. Voilà. Plus clairement, on ne pourra pas faire beaucoup plus. Donc, si on ne poursuit pas quelque chose d'horizontal, on va travailler un développement vertical, ce qu'on appelle la ville sur la ville, ce qui implique évidemment de mixer les usages au sein d'un même immeuble. Mais pour créer et pour que ce soit vraiment créateur de valeur, ce n'est pas un empilement. Il ne s'agit pas de cumuler, il s'agit bien de mixer. Et oui, ça crée de la valeur parce que ça démultiplie l'usage des mètres carrés. Et quand l'immeuble est bien exploité, ça permet d'activer ce qu'on appelle la chronotopie des usages, c'est-à-dire tout simplement de considérer que certains mètres carrés bien conçus, c'est-à-dire avec des flux bien imaginés, bien localisés dans l'immeuble, avec un contrôle d'accès, etc. Ces mètres carrés, ils peuvent avoir plusieurs vies dans une journée de 24 heures. Et donc, plutôt que d'être laissés vacants la moitié du temps quand l'utilisateur principal n'est pas là ou quand leur fonction première n'est pas utilisée, on peut leur donner d'autres fonctions. Typiquement, dans un immeuble de bureau, c'est le cas de l'auditorium, qui sert de salle de conférence le matin, mais qui peut servir de cours de yoga à l'heure du déjeuner, qui peut servir de salle de formation l'après-midi, et puis pourquoi pas de cours de théâtre le soir. Ça répond à une vraie attente sociétale, d'économie de moyens et puis d'intelligence sur où est-ce qu'on met l'effort, où est-ce qu'on met la valeur ajoutée. Et il y a clairement un appétit pour ce type de produit, parce que ça fait sens. Et puis parce que dans une certaine mesure, cette mixité, elle permet aussi de dérisquer les actifs. Plus vous multipliez les fonctionnalités d'un bâtiment, plus vous le rendez
important, essentiel. Vous lui donnez en fait plusieurs vraies fonctionnalités nécessaires. Et puis, dans une logique peut-être un peu plus francilienne, ça permet aussi de créer de nouveaux marchés. On le voit notamment sur les localisations des futures gares du Grand Paris, où l'arrivée du métro va désenclaver certains quartiers qui sont assez pauvrement dotés. Et la réponse immobilière pour ces quartiers, elle est rarement full tertiaire ou full résidentielle. Elle est aussi servicielle, elle est commerciale. Or, la place est limitée. Donc, la réponse, elle est nécessairement dans la composition des usages. Et est-ce qu'on est dans une parfaite, pour clore, est-ce qu'on est du coup, avec toutes ces réponses, en ligne avec les exigences de durabilité, on a parlé de résilience, mais de durabilité, notamment qui sont poussées par beaucoup de collectivités territoriales? Alors oui, c'est certain que la durabilité comme la résilience, on en a parlé, ça va devenir plus que des évidences. La logique d'une ville durable, c'est une ville complète dans les réponses qu'elle apporte. Donc on parle beaucoup d'exigences du réemploi. Avant même de parler du réemploi des matériaux, qui est un sujet encore balbutiant, mais qui a sans doute de beaux jours devant lui, il faut qu'on parle du réemploi du bâtiment en lui-même. Et le bilan de restructuration d'un actif, il est plus seulement économique. On va mettre dans la balance des critères ESG. Et Xavier liait tout à l'heure flexibilité et rentabilité. Moi, je partage tout à fait ce constat. L'économie et les critères ESG n'iront pas nécessairement l'un contre l'autre. Et les immeubles gagnants, dans un sens, c'est ceux qui arriveront à faire converger ces deux bouts du projet. On a parlé aussi de réversibilité bureau-logement. De dalle à dalle, de 60 ou de 70 tout à l'heure. C'est sûr que de bureau à bureau, c'est compliqué, mais de bureau à logement, ça fonctionne. Alors, en termes de mètres carrés, c'est un sujet qui restera sans doute assez anecdotique, mais c'est un signal intéressant quand même s'il a des limites économiques. Et puis, le sujet de la durabilité, c'est aussi un outil qui, je pense, va être extrêmement prépondérant dans les mois et les années à venir pour nous guider dans le développement de nos projets. C'est le bilan carbone qui sera établi sur tout le cycle de vie du bâtiment, construction, exploitation et puis transformation. Déjà, on disait avant construction, exploitation, démolition, on a déjà un petit peu changé de vocabulaire. Et ce bilan carbone, il va nous guider aussi dans le choix des matériaux, leur provenance, leur poids carbone, etc. Et il ira de pair avec le bilan énergétique qu'on connaît depuis un peu plus longtemps, qui nous aidait déjà à définir les choix de production. Merci, merci beaucoup Marion. Afin de tenir le timing, je vais laisser Walid conclure. Peut-être juste avant la conclusion, il y a beaucoup de questions, mais je vais en choisir une qui nous pose la question des différentes analyses qu'on peut observer entre ce que nous vous racontons là et les autres pays européens. La réponse qu'on peut faire avec Flore, tant du point de vue de la recherche que du point de vue de nos pratiques, puisque ce sont des approches que j'ai la chance de piloter au niveau Europe, il y a vraiment une vraie convergence des constats, hein. Alors, bien évidemment, ensuite, il y a des spécificités locales. La fabrique de la ville à Amsterdam n'est pas exactement celle de Paris et n'est pas exactement celle de Londres, par exemple. Néanmoins, les fondamentaux de la boussole que nous vous proposons sont vraiment constatés dans tous ces marchés. C'est ça qui nous semble intéressant. Pour conclure, et parce que la promesse était faite de tenir le timing, et pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt bavard, donc je vais tenir cette promesse. Je retiendrai quelques mots. Éric, Xavier nous ont encouragés, je crois, à la fois une vraie forme d'engagement, mais une vraie forme d'humilité et de modestie. Je pense qu'on partage ça. On est dans une crise exceptionnelle, et donc l'engagement qui est le nôtre, c'est pas de prétendre avoir des solutions toutes faites, miracle, un peu la martingale du bureau de demain. Néanmoins, la conviction qui est la nôtre, c'est qu'on peut avoir une bonne approche et une bonne méthode pour approcher l'incertain et continuer à développer des produits créateurs de valeur dans tous les sens du terme. Cette méthode, elle nous semble être résumée par les 3 thématiques au travers desquelles on a essayé de vous faire voyager ce matin, qui sont, premièrement, de gauche à droite, du plus macro au plus micro, la fabrique de la ville, l'écosystème. Très concrètement, c'est des grilles d'analyse qu'on enrichit quotidiennement avec nos clients autour de l'analyse des marchés, certes, mais également de l'urbanisme, des règles de construction, du rapport qu'on a avec les différentes mairies,
des questions de mobilité et des questions ESG, comme le disait si bien Marion. Et ça peut s'adresser de manière très concrète, par des critères économiques, par des critères de mètres carrés de constructibilité et également par des critères de performance environnementale. Et il y a un sujet sur lequel on s'investit beaucoup, c'est celui de la comptabilité carbone. On est persuadé que dans très peu de temps, chacun de nos projets s'appréciera en euros et en carbone. Et on y travaille fort avec nos clients. Deuxième thématique, celle de la performance. Là, je rebondis plus sur ce que disait Xavier. Et je crois que s'il fallait résumer l'immeuble résilient, un immeuble résilient, c'est bien un immeuble qui permet un dialogue constructif entre son propriétaire et son locataire. Et ça nous permettrait de répondre, si on avait plus de temps, à une question qui nous est posée sur le modèle de détention. Propriété versus bail, bail versus contrat de gestion. Et je crois qu'Eric a commencé à ouvrir un peu la piste sur un grand compte comme Orange, qui, au-delà de son siège emblématique, est remarqué à Issy-les-Moulineaux. On en profite pour féliciter Eric, parce que je crois que c'est une réussite de bout en bout. Bah, la question, nécessairement, elle va se poser sur les autres implantations d'Orange. Donc, il y a vraiment cette approche en réseau. Et le dernier point, celui de l'expérience, c'est vraiment ne jamais oublier que les immeubles que nous fabriquons tous ensemble, ils sont là pour héberger des habitants. Et je dis volontairement habitants, quand bien même nous parlons de bureaux. Donc, doit se poser la question de leur pérennité, de leurs usages et de la vie qu'ils permettent d'apporter. En conclusion, les 3 piliers sont assez simples. C'est vraiment le mètre carré management, le mètre carré durable et le mètre carré créateur de valeur. Et pour finir ce webinaire, je crois que l'approche qui est la nôtre, et on vous invite à nous solliciter, on aurait aimé pouvoir répondre à toutes les autres questions, mais on veut vraiment être concis. Flore disait tout à l'heure, moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. C'est peut-être une boutade, mais nous, on y croit. Je crois que l'exigence que nous posons tous, c'est celle de vraiment contribuer à la fabrique de la ville de demain sans renier nos exigences de création de valeur, parce que nous en avons tous, et en enrichissant cette création de valeur, au-delà des dimensions économiques, d'une dimension humaine liée à l'expérience et d'une dimension durable liée à la ville durable. J'espère qu'on vous aura donné envie de nous poser plein de questions, y compris au-delà de ce webinaire. Je conclus par le plus important, vous remercier pour votre présence et remercier à nouveau chaleureusement Eric, Marion et Xavier qui ont bien voulu nous croiser leur regard avec nous ce matin. Et je ne retiens qu'un mot, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de curiosité, beaucoup d'humilité. Et avec ces ingrédients-là, je suis sûr que nous allons tous fabriquer des merveilles pendant et en sortie de crise, parce que cette crise ne durera pas éternellement, on en est tous convaincus. Excellente fin de matinée à tous et à toutes. Nous vous diffuserons le support partagé et les équipes se tiennent à votre disposition pour répondre aux questions et y compris vous mettre en relation avec chacun de nos 3 invités si vous avez des points particuliers que vous aurez souhaité aborder avec eux. Donc, merci à tous. Et évidemment, merci, j'allais finir en étant quasiment grossier, bien que je télétravaille depuis chez ma belle-mère, en oubliant de remercier Sarah qui a organisé ce beau webinaire et mes acolytes de choc, Flore Prader, directrice de la recherche, et Charlotte de Goulet, directrice régénération chez JLL. Merci à vous 3. C'est grâce à vous que nous sommes là ce matin. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.